Dans l'adieu à Stefan Zweig de Belinda Cannon, la narratrice a une conversation téléphonique avec son conjoint qui se trouve à Leipzig pendant les événements entourant la chute du mur de Berlin. Il lui fait part de son impression sur la foule qu'il a vue à ce moment-là. Je cite, « Il faudrait réussir à rendre cette impression d'avoir vu des hommes sur des échasses. Tu sais, des gens qui se haussent au-dessus d'eux-mêmes pour atteindre au collectif. C'est ça, je crois, qui était si émouvant. Des hommes grandis parce que le point de vue individualiste était momentanément abandonné. Belle lurette que nous n'avons plus connu ça, hein. Tant belle lurette que je ne suis pas certain de pouvoir réussir à me faire comprendre. » Fin de citation. Ce passage comprend dans la perspective de ma communication 2 éléments significatifs. Au premier chef, évidemment, le passage de l'individuel au collectif. Ce passage est un changement de perspective sur l'être humain. On ne le pense plus dans l'unicité d'une trajectoire subjective propre, dans la singularité d'une expérience. Il est, tout différemment, parti d'un tout où s'efface son individualité. Il se dépasse pour s'intégrer à un autre ensemble qui donnera un sens collectif et historique à ce qu'il vit. Et chacun cesse d'être individu pour devenir homme sur des échasses. On le voit, c'est une redéfinition de la conception de l'être humain qui est ici à l'œuvre. Le second élément significatif tient à ceci que bien que cette redéfinition ne soit pas nouvelle, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, pour ne parler que d'elle, l'impliquent, le conjoint de la narratrice n'est pas certain de pouvoir l'énoncer. Le problème dès lors en est un de représentation et de poétique. Comment exprimer cela même à quoi l'on n'est plus habitué? Par quels moyens le mettre en scène alors que l'expérience elle-même risque de ne plus faire sens, elle qui s'est perdue dans l'avènement et la radicalisation de l'individualisme? Si les raisons historiques et sociologiques ne manquent pas pour pointer l'orientation individualisante ou individualiste de nos sociétés, j'aimerais pour un temps transposer le questionnement sur un plan proprement littéraire. En effet, même s'il y a là un poncif qui demanderait à être interrogé sinon déconstruit, on prétend, quand on ne lui reproche pas, que la littérature française contemporaine souffrirait d'un certain nombrilisme. Ce n'est certes pas sans raison, même si le reproche est sans doute un peu simpliste. Du récit de soi dans ses modalités autofictionnelles jusqu'au projet mini ou minimaliste, l'inscription collective des êtres ne triomphe pas. C'est dire aussi que l'élaboration par le roman contemporain de formes signifiantes pour dire l'expérience individuelle d'aujourd'hui se situe pour une bonne part à hauteur de singularité humaine. Reste que, même si elles ne sont peut-être pas majoritaires, plusieurs fictions cherchent à penser non plus la singularité de l'expérience humaine, mais bien son ancrage dans des espaces sociaux, politiques ou culturels, bref, collectifs. Et c'est à 2 de ces fictions que je souhaite m'intéresser dans les minutes qui viennent. Elles le font, donc cet intérêt sur le collectif, sont des modalités distinctes, mais leur souci demeure le même, penser les hommes sur des échasses et trouver les moyens de leur dire. Quelles échasses et quelle poétique. C'est ce que nous allons maintenant voir dans Naissance d'un pont de Milis de Kérangal et Port-Soudan d'Olivier Rollin. Je commence avec Naissance d'un pont. Comme son nom l'indique, Naissance d'un pont relate ces sortes d'épopées qu'est la construction d'un pont gigantesque. Thématiquement, déjà, nous sommes en marge des habitudes romanesques contemporaines avec le monde du travail dans ce qu'il a de plus matériel et la construction d'un ouvrage de béton et d'acier. Mais de fait, c'est aussi l'œuvre collective de milliers d'individus au service d'un projet commun. Peut-être pas politique, évidemment, mais pas pour autant, à même le souffle de l'écriture, dépourvu d'un certain grandiose. D'entrée de jeu, donc, le chronotope romanesque se configure pour favoriser l'intégration collective des individus. Quelques personnages émergent de cette vaste foule, au nombre desquels on compte notamment le chef de chantier, Georges Diderot, et une ouvrière arrivée avec sa famille, Catherine Taureau. J'aimerais m'attarder à ces 2 personnages pour montrer comment ils perdent à des degrés divers leur individualité pour gagner le collectif. Central, Diderot est le personnage qui perd peut-être le moins de son individualité. Reste qu'on peut lire, dans une espèce de prologue qui le présente, ceci, je cite, « On eût aimé qu'il soit en quête de lui-même, mystérieux, éperdu. On supputa une fêlure secrète dévoreuse de mille. On envisagea un remords, une désertion, une trahison, ou mieux encore un fantôme de femme resté en métropole sans doute, auprès d'un autre, et qu'il lui faudrait fuir. On lui chercha des pots, une faute originelle, du moins une origine, une faille intime tracée dans son enfance. On le chuchota cassé au fond. Mais ceux qui l'avaient pratiqué sur les chantiers s'étranglaient en entendant ces balivernes, fantasmes de bonne femme, poème pet de couille, clicheton sucré. Fin de citation. En leur principe, les balivernes en question procèdent d'une conception individualiste et peut-être même subjectiviste. Relier l'agir présent de Diderot à une fêlure, une femme ou une faille, c'est le poser comme tributaire d'un événement intime et singulier qui imprime à sa trajectoire une marque décisive et un mouvement distinct. Bien que le texte, dans ce cas-ci, ne développe pas de système explicatif concurrent,
Cette modalité de compréhension individualisante fait malgré tout les frais d'une sanction sans appel. Fantasme de bonne femme, etc. Ce rejet d'un discours individualiste prend place au tout début du roman. S'il s'intègre à un portrait plus général de Diderot, il résonne aussi comme une mise au point initiale et laisse entendre que ce roman ne traitera pas de fantasme de bonne femme, c'est-à-dire de perspective individualisante. Et c'est ainsi que Diderot s'insère dans un discours collectif, parlant apparemment de lui, c'est en fait des modalités d'interprétation de l'entier du personnel romanesque que le roman parle. Diderot ne vaut donc pas tant pour lui-même que comme emblème anti-individualiste, déclinaison d'un paradigme que les autres personnages déclineront tout autant. Lorsqu'au terme d'une petite intrigue de séduction, Catherine Taureau et Diderot couchent ensemble, le narrateur prend soin d'indexer ce qui aurait pu passer pour une réelle rencontre intime de l'autre sur un registre commun à tous les sens du terme. Je cite, « Ils longent les portes jusqu'à leur numéro, une chambre qui est une parmi d'autres, absolument semblable aux autres, exactement comme eux, qui sont un homme et une femme parmi des milliards d'autres. » Fin de citation. Certes, toutes les chambres d'hôtel et tous les couples faisant l'amour se ressemblent, mais l'écrivain a toujours le loisir de représenter la chambre comme bon lui semble, sous les auspices de l'unicité, de temps, de lieu, de décor, de vue, ou de la conformité. Et si l'anatomie humaine offre une combinatoire limitée, quand on n'est pas dans des cas de tueurs en série, une scène d'amour peut très bien être représentée comme la rencontre de deux êtres uniques. Or ici, un soin particulier est mis à gommer toute forme de singularité par la référence répétée à la similarité, par l'absence de description singularisante ou de représentation de l'intériorité. Il faut dire aussi un mot d'un personnage secondaire, un voiturier philippin qui n'apparaît qu'à une reprise dans le roman, mais dans une construction qu'il fait passer de l'individu au stéréotype. Je cite, « 7 ans qu'on peut le voir debout à cet endroit, la redingote raide et le calot galonné, rejeté en arrière, 7 ans qu'il a immigré à Coca, 7 ans, donc la ville, 7 ans, il faut s'imaginer une telle séquence et compter sur ses doigts, visage de la femme et des enfants qui blanchissent au fond du passeport, un mandat mensuel envoyé au village et les miettes de sa paye pour une piole sans fenêtre dans un autre sol quelconque, une femme bien rarement, des tangerines sucrées qui sucent devant la télévision, il prononce 30 mots par jour mais 100 fois les mêmes. » Fin de citation. Un double mouvement est ici à l'œuvre. D'abord, on passe d'une situation concrète à une situation répétée, c'est-à-dire concrètement du singulatif à l'itératif ou au pseudo-itératif, d'un moment précis à la vie du personnage dans sa généralité. Et puis, plus subtilement, la situation du portier philippin devient la situation de tous les portiers philippins. Donc, par les vertus de l'itératif et de la généralité conventionnelle des actions mises en scène, on passe ainsi de l'individuel au collectif, en un mouvement synecdochique qui fait de ces êtres spécifiques les représentants d'une espèce. Pour en finir avec les personnages proprement dits, disons un mot de la rencontre entre Summer Diamantis, la femme en charge de la production du béton, et Joan Fisher ainsi que Buddy Lowe, deux ouvriers. Je cite, « Les deux gars se jettent des coups d'œil entendus. Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, Miss Béton? De quoi s'illusionne-t-elle? Ils vont s'asseoir en tailleur autour du feu et croquer ensemble un bon morceau de bidoche en se racontant des blagues, comme s'il n'y avait pas une fille et deux mecs, une blanche et deux autres, un noir et un indien, un cadre du pont et deux ouvriers, même pas spécialisés, autrement dit, un ingénieur et deux éboueurs. Alors quoi, elle veut venir les voir de près? » Fin de citation. La lecture de cette situation est immédiatement collective, genrée, raciale, économico-professionnelle, et le malaise engendré par la présence de Miss Béton tient précisément à ces appartenances collectives qui structurent les êtres et les positionnent les uns par rapport aux autres, rendant possibles certaines interactions et impossibles d'autres, le registre collectif s'indexant conséquemment aussi à un registre discursif ici. Cette rencontre fortuite n'est pas celle de trois êtres, mais bien de représentants de classes et de communautés distinctes dont la fréquentation semble inappropriée. Cette conception de l'être humain affecte non seulement les fondements de la représentation romanesque, mais aussi, dans cet exemple, le regard que les personnages portent les uns sur les autres, voire sur eux-mêmes. Terminons cette rapide exploration du roman par l'évocation de deux procédés stylistiques contribuant à cette disparition de l'individu. D'abord, la présence massive du pronom « on » dans un usage spécifique. Je cite, « Un matin, on remonte les stores et les oiseaux sont là. On se prend à les observer, à évaluer le nombre de kilomètres parcourus, on se récite les distances les plus folles, on s'attache à les identifier, on se rappelle que la plupart ont suivi des couloirs précis dans l'Alaska, on s'émeut que même les plus solitaires, les plus asociaux d'entre eux émigraient en groupe, comme si la survie ne pouvait passer que par une solution collective. » Fin de citation. Apparaissant dans ce genre d'énumération paratactique, ce pronom, donc le « on »,
par la force du nombre, gomme l'individualité des gestes, des attitudes, des pensées ou des affects pour en faire littéralement un bien commun, une expérience partagée dans toute sa complexité. Il est certes peu vraisemblable que tous les êtres peuplant cette fiction aient simultanément expérimenté les mêmes sentiments, réflexions et actions. Mais ce procédé signifie en fait que nos attitudes physiques et mentales, dans leur apparente intimité, sont non pas des faits singuliers, mais bien le produit de grammaire ou de scripts qui définissent une communauté et ses membres. Le second procédé stylistique, sur lequel je finirai mes commentaires sur Naissance d'un pont, est la synecdoque, d'un usage très fréquent dans le roman, qui a cette même fonction de faire disparaître les intégrités individuelles dans des parties indifférenciées et communes. Je cite, « Ça scintillait dans le faisceau des lampes frontales, puisque les têtes casquées s'y penchaient à l'examen, puis se redressaient, faces noires, yeux exorbités, ça gueulait dans toutes les langues, et alors les dents luisaient dans le noir, ça gueulait talkie-walkie crochetés aux oreilles, quand tout là-haut, à la surface du monde, c'était encore des talons aiguilles, des pneus de gomme sculptés qui râpaient l'asphalte. » Fin de citation. Le corps humain est segmenté, afin de mettre l'accent sur ces parties, et cet usage synecdoquique des parties du corps contribue à réduire l'agir ou les affects à leur vecteur anatomique indifférencié. Non seulement l'identité individuelle se trouve niée par cette fragmentation, mais en plus rien dans les propriétés mises de l'avant ne permet d'identifier qui que ce soit. Dans cette division du travail du corps se perd la vue d'ensemble qui permet d'appréhender un individu donné. Ici non plus, le mouvement, qu'il soit du corps ou de l'âme, n'est pas lié à un être défini, il est fonction d'un flux collectif dans lequel l'être se dissout. Pour résumer, dans le cas évoqué par l'adieu à Stefan Zweig, l'atteinte au collectif est ponctuelle, dans le cas d'un mouvement révolutionnaire, politique, et cristallisé dans un agir commun. L'ambition au cœur de Naissance d'un pont est aussi un agir commun. Toutefois, il n'est non pas la cause de l'indexation de l'individuel sur le collectif, mais bien sa conséquence. En effet, la matière romanesque indique avec insistance que l'expansion collective est indépendante de la construction du pont. C'est pourquoi il me semble qu'on doit renverser la proposition. Ce n'est pas parce qu'un pont doit être construit qu'on se trouve en régime collectif, mais c'est bien parce qu'on se retrouve en régime collectif qu'un pont peut être construit. Et par-delà le gigantisme de l'entreprise, ce n'est sans doute pas un hasard qu'il s'agisse de pont, c'est-à-dire d'un ouvrage qui relie, met en commun, permet le partage, bref, dont la fonction est symboliquement aux antipodes de l'individualisme. Je passe à Port-Soudan. Roman d'enquête, Port-Soudan relate les efforts d'un narrateur pour comprendre les raisons du suicide de A, un vieux camarade. Le narrateur vivant aujourd'hui à Port-Soudan retourne à Paris pour tenter d'en savoir plus. Au fil de son enquête, il envisage deux hypothèses occasionnellement articulées. D'un côté, A aurait succombé, se serait suicidé pour une peine d'amour. De l'autre, il aurait fini par se sentir trop en porte-à-faux avec son propre temps. Port-Soudan instaure lui aussi des lignes de lisibilité de l'être et de l'agir qui s'ancrent culturellement. L'histoire individuelle est du coup nettement moins signifiante que le rapport de l'individu au temps présent, à sa capacité de s'y reconnaître ou non, à y trouver ou non la force d'être. Mais là où Naissance d'un pont proposait un rapport euphorique et, au sens fort du terme, constructif au collectif, Port-Soudan opte pour un défaitisme dysphorique et destructeur. Ici, on ne bâtit plus, on se détruit. On l'a dit, l'un des intérêts du roman est de proposer des lignes d'intrigue qui tournent autour de deux hypothèses pour expliquer le suicide de A, peine d'amour ou rupture avec son temps. À première vue, on se retrouve ici avec deux hypothèses qui présupposent des manières distinctes de considérer l'être humain. La peine d'amour prend racine dans une conception individualiste, la rupture avec son temps implique une conception de l'être humain envisagée à hauteur d'époque. Commençons par explorer brièvement la seconde hypothèse. C'est celle sur laquelle le narrateur insiste le plus. À cela, une raison principale. De retour à Paris après plusieurs années pour mener l'enquête, c'est également cette impression que lui-même éprouve. On ne peut se surprendre du constat d'un changement entre le Paris actuel et celui d'il y a plus de 25 ans. Mais l'essentiel reste de déterminer ce qui a changé. Car s'il ne s'agit que des lieux, si la petite boulangerie de quartier a été remplacée par un club vidéo, pour les plus jeunes, c'est un endroit où on pouvait louer des cassettes qu'on mettait dans un magnétoscope ensuite pour les voir. Il n'y a pas forcément de quoi songer à mettre fin à ces jours. Le changement principal est bien entendu d'une autre nature. Et je cite, « Lorsque j'avais quitté la France, il y avait une vingtaine d'années, il n'existait pas d'opinion, entre guillemets, on avait des jugements. À l'emporte-pièce, souvent, mais c'était là, il me semble, des actes qui engageaient l'esprit et souvent le corps avec. On se référait, pour vouloir ceci et rejeter cela, à une philosophie, à défaut à une tradition, qui en était comme la figure érodée. Au lieu que mes yeux, mes oreilles, qu'un exil prolongé avait rendu naïfs, n'étaient plus frappés que par des platitudes de pourcentage et de gestion, d'affaires, des affaires, de l'économie, de carrière, de textes et des sentiments. »
je ne reconnaissais plus, dans ce pays où l'on prétendait désormais trancher des causes humaines par le moyen de statistiques s'engendrant l'une l'autre, où la vie et la mort, le bien et le mal, l'honneur et l'infamie se calculaient en parts de marché, la nation qu'on avait pu dire, en d'autres temps, grande, et où en tout cas l'esprit n'avait pas remis tous ses pouvoirs aux caisses enregistreuses des commerçants. Fin de citation. Pour reprendre un terme utilisé plus tôt, le changement est ici culturel. L'opinion a remplacé le jugement, la gestion, les idées, l'économie, la pensée. Se manifeste ainsi un premier trait, c'est la culture qui caractérise un temps, c'est-à-dire les paramètres en fonction desquels on y donne sens au monde, à l'être et à l'agir. Le narrateur suggère également qu'il n'y a pas qu'une simple différence de paramètres. Ceux qui prévalent aujourd'hui sont ceux-là même qu'hier méprisaient. Poursuivant cette réflexion sur le passage d'hier à aujourd'hui, le narrateur note, je cite, « Les années qui avaient passé entre notre adolescence et notre âge d'homme étaient aussi celles où non seulement les vertus anciennes de probité, d'honneur, de fermeté d'âme avaient cessé d'être respectées, mais où les mots eux-mêmes qui les désignaient avaient perdu toute signification vivante, où le fil s'était rompu qui liait à travers l'histoire le présent aux âges antiques, la profondeur lisible, intelligible du temps, ayant été effacée par le moutonnement d'une actualité informe et redondante. » De toute façon, ça date de 94 ou 96, le roman. C'est de régime d'historicité qu'il est question ici. L'actualité, c'est-à-dire le seul présent, s'étant substitué à la continuité d'une histoire qui liait le présent au passé. Le lien rompu n'assurait pas que la transmission d'un langage et de valeurs, donc d'un discours au sens bakhtinien du terme. Il assurait également la permanence, à travers le temps, des êtres constitués par ces discours. Et c'est là que s'exprime au mieux l'insertion de l'individuel dans le collectif, par l'impression, au sens d'imprimer, des discours d'une société, de sa culture, à même ses membres. Et dans l'hypothèse présente, le suicide de A marque aussi la consubstantialité de l'individuel et du collectif. L'être ne peut pas à loisir changer de culture pour s'en approprier une autre. C'est son inscription culturelle ou politico-culturelle qui, au sens fort, fait l'être. Le changement radical qui s'est produit et dont le narrateur témoigne largement l'a laissé à quai. Au sein de cette logique où prévalent les transformations sur le plan culturel et les enracinements individuels, le point de rupture semble inévitable qui exclut l'être du présent. Exclusion qui, dans le cas du narrateur, prend la forme d'un exil volontaire à Port-Soudan et, dans le cas de A, la forme radicale d'une suppression d'un soi que l'époque avait en réalité déjà supprimé. De ce point de vue, Port-Soudan complexifie le modèle dont on avait esquissé les contours dans l'essence d'un pont, prenant en considération la métamorphose temporelle des espaces culturels. L'indexation collective dans l'essence d'un pont ignore l'altération historique, de sorte que ces personnages demeurent en phase avec leur époque. Port-Soudan travaille ce double lien de la configuration des êtres par un univers culturel et de la métamorphose de cet univers. Mais alors comment l'hypothèse de la déception amoureuse, l'autre hypothèse, interagit-elle avec ces considérations ? Si ces deux hypothèses semblent à plusieurs égards incompatibles, le narrateur s'emploie à les relier, faisant de la jeune femme la représentante de son temps, momentanément séduite par un être venu d'une époque révolue. Je cite, « Ce qu'elle avait trahi et assassiné chez lui, c'était précisément ce dont elle avait d'abord été éprise. Elle l'avait aimé comme quelqu'un qui venait d'un autre monde, d'un autre temps plutôt, où existait une chose, une force énorme dont elle n'avait qu'une idée très vague et qui se nommait l'histoire. » Fin de citation. Ainsi l'intime se fond dans le collectif. C'est en tant que femme de cette société nouvelle qu'elle a aimé A dans tout son anachronisme, mais c'est aussi à ce titre qu'elle n'a pu suivre le chemin qu'il lui proposait. Nul décidément n'échappe à son inscription dans l'histoire, ni à la marche de cette histoire, qui pourra se confond avec l'exil ou la mort. Naissance d'un pont et l'adieu à Stefan Zweig faisaient tous deux l'apologie de l'action collective et de sa capacité à bâtir des ponts ou à abattre des murs. En d'autres mots, ils exploraient la part euphorique de l'intégration de l'individuel dans le collectif, sous la forme de la puissance d'agir dans l'espace et dans le temps. Port-Soudan explore plutôt la face sombre de cette intégration, lorsque le temps qui a configuré l'être se transfigure au point de désarrimer l'un et l'autre. Point donc ici de libération individuelle, mais une posture orpheline et donc quichotesque qui ne peut plus dès lors travailler qu'à son effacement, sous la forme de l'exil dans les limbes de Port-Soudan, ou sous celle de la disparition provoquée de soi. Si l'on peut, non sans quelques raisons peut-être, considérer ce roman comme un brin réactionnaire, il faut dans le même souffle redire que l'enjeu n'est pas la critique d'aujourd'hui et la glorification d'un âge d'or révolu, c'est l'inscription culturelle des êtres et leur disparition dans la marche d'une histoire qui a cessé de se reconnaître en eux et, par une invincible force centrifuge, les a rejetés dans sa périphérie funeste. Hisser des hommes sur des échasses, narrer ainsi notre contemporain
au contemporain, c'est donc à même une représentation travaillée dans sa structure. Attendez, je me suis perdu. C'est donc à même une représentation travaillée dans sa structure comme dans sa texture, attribuée à notre agir, nos affects, notre pensée, une lisibilité qui ne peut qui ne peut plus s'ancrer dans la singularité d'un parcours, mais tient à l'inscription dans un temps et dans un lieu collectif. L'intérêt ainsi témoigné au personnage et à son calibrage se fait, méthodologiquement parlant, porte d'entrée pour les enjeux conceptuels de l'œuvre. Mais surtout, on peut constater, sur la base de ces exemples, que le roman français contemporain n'a pas renoncé à investiguer les liens complexes qui structurent le rapport de l'être à son temps, affirmant ainsi que l'ampleur de son ambition affirmant ainsi l'ampleur de son ambition assumée de connaissance de l'être humain. Je vous remercie.